Même si je le voulais, je serais pas bien de rester à rien faire. Enfin, genre, j'ai besoin de montrer que je suis en désaccord avec ça, de tenter de faire bouger les choses de toutes les manières. Quand même, quand on est des dizaines de milliers à se manifester, ça se voit, ça s'entend. Ça fait entendre à notre gouvernement qu'on veut qu'il prenne en compte justement cette vision que l'on a et qu'il prenne des décisions par rapport à ça. Il faut que la personne à sa tête fasse de sa priorité notre planète et pas la croissance économique. Enfin, ça revient à avoir des objectifs communs plus réfléchis que juste s'enrichir. Et apparemment les États sont pas encore prêts pour ça, enfin en tout cas pas tous. Le collectif Exora est allé à la rencontre de différents acteurs de notre futur pour comprendre leurs émotions, leurs réflexions et leurs actions. Les enfants de l'effondrement, épisode 2, déni et opposition. Je m'appelle Timothée Bourlier, j'ai 25 ans. Actuellement, je travaille dans une banque coopérative, dans une agence dédiée au projet de l'économie sociale et solidaire. Je fais des études dans le commerce. À côté de ça, je suis aussi directeur artistique d'une association à Lyon qui organise des concerts techno. Je m'appelle Ophélie Outardo-Assège, j'ai 23 ans. Je suis en Master 1 en culture et événementiel. C'est Floyd Novak. Je suis enseignant indépendant supérieur en école d'ingénieur et de commerce, en écologie politique et développement durable. Alors moi je m'appelle Basile. À l'heure actuelle, je suis à l'école de 3A. C'est une école de commerce sur le développement sociétal et environnemental. Moi, je m'appelle Joséphine, j'ai 17 ans. Je fais partie du For Climate. Je m'appelle donc Mehdi, je suis en 5e dans le collège Saint-Louis de la Guillotière. Je m'appelle Henri, j'ai 54 ans, père de famille, donc j'ai 4 enfants. Je m'appelle Philippe Maquet, j'ai 52 ans. Je suis engagé depuis maintenant plus de 25 ans vis-à-vis des enjeux que vous abordez, de grands enjeux sociétaux. Le déni, c'est un mécanisme biologique. C'est une sécurité. Imaginez un instant pouvoir vivre dans le monde sans que le déni existe, l'humain ne pourrait pas vivre. C'est invivable en fait. Dans ma vie quotidienne, je suis amené à rencontrer des personnes qui ne se posent pas ce type de questions ou qui se mettent un carcan et ne souhaitent pas y penser. J'ai dans mon entourage des gens qui se rendent pas compte et qui ont des discours vraiment loin des miens. Je pense qu'on en connaît tous. Il y a des gens qui s'en foutent complètement et qui disent que c'est de la grosse blague et que de toute façon c'est très bien comme ça et qu'il y a aucune raison qu'on change nos modes de vie parce qu'on est dans l'opulence, la richesse, on a la chance de faire partie de la population la plus riche quand même sur Terre. L'occidental, lui, il s'est construit contre nature et il s'est construit en dehors de la nature. C'est-à-dire qu'il s'est extériorisé de la nature. Et à partir de là, notre problème, il est très clair. Quand on se construit en dehors de la nature, on se construit hors sol et on n'a plus aucune capacité de comprendre les effets impactants de nos modes de fonctionnement. Inconsciemment, il s'est construit en dehors de la nature, il a inventé le concept d'environnement. L'environnement, c'est quoi ? C'est tout ce qui est autour de moi. Et moi, je suis au centre, bien sûr. Donc, on a un véritable problème. Et tant qu'on est dans ce mode d'analyse de fonctionnement, on ne peut que être dans le déni des problèmes. Je suis confronté aux personnes qui ne s'intéressent pas forcément à ces questions-là, rien qu'à mon école. Je suis dans une école de commerce, mais il y en a d'autres qui ne sont pas du tout engagées. Il y a des écoles plus classiques. Et dans les couloirs, il y a une sorte de fracture entre deux mondes. J'ai un collègue de travail là, que j'apprécie beaucoup. Sa vision sur le réchauffement climatique et la mienne sont assez divergentes. Il va s'arrêter sur le problème de la cause et moi je vais plutôt porter ma priorité sur qu'est-ce qu'on fait, peu importe la cause et voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant quoi. Ces personnes-là, du coup, j'évite de trop débattre avec eux parce que ça finit jamais sur un accord et sur des choses positives. Notre mission à tous, c'est pas de convaincre les gens, c'est de semer des graines. On peut pas transformer quelqu'un, on peut pas transformer la vie de quelqu'un juste en lui disant moi je pense ça, il faut que tu penses ça. On est tous d'une manière ou d'une autre dans le déni. Enfin, je pense que même moi qui pense à essayer de voir les choses d'une manière générale, je pense que c'est vachement plus facile de se dire que les choses terribles n'arrivent pas
c'est plus facile de se rassurer en disant mais non, c'est pas possible, ça va pas arriver, ça va pas arriver. Sauf qu'il y a plein de choses, on se dit que c'est pas possible, que ça arrive, et au final, ça tombe dessus. Donc, tout le monde a du déni, mais c'est vraiment, je pense, pour se protéger. Oui, c'est pour se protéger soi-même. Dans mon taf, je suis vu quand même un peu comme un uluberlu, parce que justement, je me permets ces choses-là. Pas de critiquer, mais d'essayer d'aller comprendre. Justement, quand quelqu'un finance quelque chose, pour moi, qui n'a pas de sens, je vais aller essayer de voir s'il a creusé et si justement, il anticipe ces choses-là. Généralement, j'arrive à discuter avec eux. Je suis plus dans un objectif de dialoguer courtoisement, parce que c'est comme ça, pour moi, qu'on va réussir à faire avancer les choses. Le déni est un vrai danger et une vraie menace, parce que tous les éléments d'alerte sont là depuis des décennies et des décennies, et comme on est dans le déni qui n'est plus connecté au réel, en fait, on est incapable de tenir compte en fait de ces éléments d'alerte. Donc le déni, c'est une chose merveilleuse, mais il faut simplement comprendre qu'aujourd'hui, c'est plutôt une menace, parce que ça nous met l'image de l'autruche, quoi. On a la tête dans le sable, et on croit que c'est une protection d'avoir la tête dans le sable. On peut quand même comprendre assez facilement que la tête dans le sable, quand on a un incendie au cul, ça nous protège pas, quoi. On peut paraître pour des hippies ou des bobos, mais on essaye de se poser les bonnes questions. Je suis compréhensif, non, parce que si ces personnes étaient mieux informées, elles seraient peut-être pas dans le déni à ce point-là. Il y a des choses qu'on peut plus nier, c'est du négationnisme, donc il y a des choses qui sont juste constatables. Il y a pas manière de dire ça existe pas. Là, c'est des faits. Ceux qui critiquent et qui sont climato-sceptiques ou à l'image de Trump par exemple, mais il y en a beaucoup. Eux, j'ai un certain mépris pour eux, même si c'est fort, parce que c'est prouvé depuis plus de 30 ans, depuis le rapport de Rome, le traité de Rome en 72, qu'il y a une inéquation entre productivisme et protection de l'environnement. Envers ceux qui ne portent pas forcément l'intérêt aux questions environnementales, ça peut être compréhensible. Ils n'ont pas forcément le temps, pas forcément l'envie, mais ils vont être touchés de toute façon, soit par une crise à l'autre bout du monde, soit par une crise directement chez nous. Je suis sorti du déni, quelles sont mes options? Soit je vais fonctionner sur un mécanisme classique, je vais partir en croisade, ça y est, j'ai la vérité, écoutez-moi, je vais vous dire ce qui est bon pour vous, je vais vous faire comprendre. Et à ce moment-là, les gens qui ne sont pas dans cet état de conscience, nécessairement, ils vont se sentir agressés. Ils vont se mettre dans une protection encore supérieure. Donc, ils vont renforcer leur déni. Arrête, ça m'intéresse pas ce que tu me dis, j'ai pas envie de l'entendre. Une association d'éducation à l'environnement, à l'écologie, c'est une association d'éducation populaire. Nous, notre mission, c'est concrètement de faire en sorte que ce genre d'événement arrive, si ça doit arriver, et que ce genre d'événement soit productif. Et on a des stratégies pédagogiques pour rendre ces situations productives. Quand en fait je vais voir qu'il y a un déni par rapport à cette vision-là avec la personne avec laquelle je dialogue, soit je vais couper court. Quand je n'arrive pas à faire entendre ce que je pense, je vais couper court et je ne m'adresserai plus forcément à cette personne. Soit je vais lui dire cash. Quelqu'un qui s'en fout clairement que ça va être le chaos et tout, je lui fais pas un peu prendre conscience, mais je lui dis qu'il faudrait un peu se réveiller, mais je lui oblige pas, on va dire, qui pense comme moi en fait. La posture, c'est de dire ok, j'ai la vérité, j'ai accès à mon niveau de conscience, mais je dois absolument rentrer en empathie avec la personne et je dois pas la brutaliser, je dois pas lui imposer mon niveau de conscience puisque c'est pas le même que le sien. Et donc à partir de là intervient la notion de pédagogie. Je n'ai pas à imposer mon état de conscience, j'ai simplement, moi, à redescendre d'un niveau pour me mettre au niveau de la personne que j'ai en face de moi. On peut ouvrir des passerelles de communication et on peut ouvrir des espaces pour, ensemble, remonter en conscience. En créant du mimétisme, en créant la proximité, on doit nous inciter la personne à se dire mais en fait ces gens-là ils sont pas si éloignés que ça de moi, ils sont pas alliés avec le grand capital ou avec les Illuminati ou avec je ne sais qui. Ce qu'ils disent en fait c'est cohérent, peut-être qu'en fait il y a une part, voire même il y a ce qu'ils disent en général est loin d'être bête et peut-être que c'est vrai. Qu'est-ce que je pense des actions du gouvernement vis-à-vis de ces problématiques? Pour moi, c'est très large. L'État et les collectivités ont un rôle prépondérant à jouer dans cette transition. Moi, je trouve qu'il y a une certaine hypocrisie, par exemple avec en ce moment les négociations de l'accord UE-Mercosur, où on a mis la pression au Brésil, surtout Macron,
Et alors qu'on est un pollueur, même si le Brésil sont des pollueurs aussi, tous les pays sont pollueurs et il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de perspective quand on voit qu'on veut enlever le plastique que d'ici 2040. D'ici 2040, il y aura d'autres problèmes. Les actions, elles sont pas efficaces parce que quelque chose d'efficace, ça serait de demain prendre la parole et dire c'est simple, il y a plus de plastique dans nos centres commerciaux. Tous les magasins s'approvisionnent en France, que ce soit les magasins de vêtements, les magasins de nourriture. On dit par exemple H&M, tu veux vendre en France, achète des produits français, comme ça il y a des circuits courts, ça fait bosser l'industrie française. Depuis le confinement, l'État a demandé aux supermarchés de se réapprovisionner auprès des producteurs locaux. En vrai, ça devrait être quelque chose de normal et de simple. Et ça, c'est la course au profit, la course au moindre centime qui fait que ça se passe pas comme ça. Mais du coup, voilà, on a un exemple typique qu'au final, quand on dépend de trop de pays, je pense à un pays comme le Canada qui dépend beaucoup d'un pays comme les États-Unis pour toutes ses importations. Là, Donald Trump, il veut fermer toutes les frontières, etc. Le Canada, ils peuvent se retrouver dans des vraies pénuries. Malheureusement, je trouve qu'il y a une réelle hypocrisie dans la communication au quotidien. Ou alors, elle n'est pas assez forte, cette communication. On est vraiment sur une forme de limitation sur toutes les thématiques des dégâts et pas du tout sur une remise en question de la vision du monde dominante. Ce sont des gens qui viennent d'une génération particulière, d'écoles particulières, c'est-à-dire que c'est à peu près toujours les mêmes écoles qui retranscrivent toujours cette même vision du monde à une époque où ces écoles fonctionnaient aussi un petit peu différemment. Cette génération particulière, c'est d'autant plus important d'en parler qu'en matière de transformation culturelle et de changement social, on a un phénomène très clair, c'est que le changement social, enfin plutôt ce qu'on appelle l'inertie, c'est-à-dire le frein au changement social, ce qui fait que le changement social est lent, est d'autant plus important que l'espérance de vie est longue. On utilise une politique qui date donc à l'après-guerre et qu'on n'a pas les outils pour répondre aux problématiques auxquelles on fait face démocratiquement parlant. Le pouvoir est quand même détenu par un petit nombre d'individus souvent âgés. Ça pose un vrai problème parce que du coup les jeunes ont du mal à prendre le pouvoir et parce que du coup on se retrouve avec des Gérard Collomb qui en réunion suite au Marche pour le climat vous montre son smartphone en vous disant il y a plus de technologie là-dedans que dans un super ordinateur des années 70, donc évidemment qu'on va trouver des solutions techniques au problème du changement climatique. La démission de Nicolas Hulot, pour moi je l'ai vécu C'était fort, c'était un signal fort justement qu'il y a un problème avec l'État actuellement, il y a un problème avec comment l'État interagit avec les lobbies, il y a un problème parce que ce sont des personnes qui vont rencontrer énormément de personnes avec des possibilités très vastes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des conflits d'intérêts. Et je pense que c'est très dur quand on est amené à rencontrer ce type de personnes quotidiennement, de rester totalement intègre. Je pense que c'est compliqué. Globalement, les têtes de liste ont tendance à un peu prendre la question d'effondrement, le mettre dans un tiroir et dire on verra plus tard. Je porte un certain espoir dans, par exemple, la Convention citoyenne des 150 personnes en France qui ont pour thématique la protection de l'environnement et d'amener des réflexions par rapport à ça. Je perds pas espoir. Je pense qu'on a vu ces derniers temps justement qu'il y a une montée en puissance de ces mouvements-là. Ce qui me fait un peu peur, c'est que j'ai peur que ça dérape. Il n'y ait pas un pont qui se crée entre ces deux milieux et qu'on débouche sur quelque chose qui ne soit pas forcément mieux. Parce que c'est des sujets qui ne sont pas traités avec c'est des sujets très vastes et c'est pas si facile que ça de gouverner, je pense. C'est-à-dire que moi, si aujourd'hui j'étais à la tête du gouvernement, je pense pas que je ferais mieux, clairement. À mon avis, cela doit être très compliqué de régir un État comme la France dans un monde globalisé. J'ai plus vraiment d'espoir en gouvernement, c'est des gens qui sont là juste pour se faire un maximum de profit, on va dire. L'écologie et la croissance, ça va jamais aller ensemble. La croissance verte, c'est une illusion. Louis Boltanski, le sociologue, nous explique que la plus grande force du capitalisme, c'est sa capacité à absorber les critiques pour se renforcer. On a une chance aujourd'hui, dans cette décennie qu'on vient de vivre, c'est qu'on a remis en question à nouveau au niveau culturel le productivisme, ce qui n'était pas arrivé depuis les années 70. Je pense qu'il faut quand même projeter un projet sociétal concret et réaliste et convaincant auprès des gens pour que cette transformation culturelle elle s'opère et pour que même si c'est pas une transition mais un effondrement qu'on doit vivre, qu'on puisse le vivre de manière productive. Les individus peuvent faire quelque chose, mais sans doute c'est moins de la majorité de l'effet qui peut être produit à grande échelle. Je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer le rôle des visions du monde collectif, de la transformation culturelle et donc des individus et de leur capacité à la fois faire évoluer leur mode de vie, leur façon de penser, leur faire gagner en autonomie et aussi leur faire gagner en capacité à faire les bons choix au niveau politique et partisan
Loin de moi l'idée de dire que l'offre est toujours idéale et parfaite, bien entendu, mais disons que il y a des choses qui nous permettent d'aller vers le changement social et vers une vraie remise en question profonde et d'autres qui ne permettent pas du tout, quoi. Je pense qu'une réflexion citoyenne, ça peut être très important. C'est sûrement sur cette base qu'il faudra partir. Après, l'État sera un gros acteur, mais il faut que la personne à sa tête fasse de sa priorité notre planète et pas la croissance économique. Si on s'y met tous, je pense qu'on serait capable de faire ressortir une meilleure façon de gouverner, une meilleure façon d'avancer, une meilleure façon de prendre en compte, avant de prendre des décisions, les risques systémiques liés à ces décisions. C'est vraiment un problème culturel, c'est vraiment un problème de vision du monde et c'est vraiment un problème de compréhension finalement de la réalité de ces enjeux-là et de la caractère d'urgence. C'est clair que ça revient à avoir des objectifs communs plus réfléchis que juste s'enrichir. Et apparemment, les États sont pas encore prêts pour ça, en tout cas pas tous. Comme le but d'un pays, c'est de faire un maximum de croissance, ça peut pas marcher en fait. Et le gouvernement, il fera peut-être des petits trucs par-ci par-là, mais ça sera toujours plus la bourse qui décidera de ce qui se fait, et du coup, ça marchera jamais en fait. Alors mon désaccord, je le fais entendre, oui et non. Je suis pas actif. Par exemple, j'ai fait une seule manifestation pour le climat avec les jeunes. Il faudrait quand même ne pas négliger ce qui existe déjà, donc des manifs, des pétitions, même si on a tendance à voir que ça commence à être usé comme mode d'action, mais ne pas le faire, c'est dommage parce que là au moins on est sûr que quand même quand on est des dizaines de milliers à se manifester, ça se voit, ça s'entend. Hein. L'intérêt de la manifestation, c'est que je suis presque convaincu que s'il n'y avait pas eu les manifs pour le climat, les marches pour le climat, je suis pas certain que ces municipales auraient eu la gueule qu'elles ont eue. Je pense pas que l'écologie aurait eu autant de place. Je pense pas que l'écologie serait forcément la première préoccupation des Français. Je pense pas que les médias en parleraient autant. Aux élections municipales, quand j'ai vu que les Verts étaient passés, j'avoue que je m'y attendais vraiment pas. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'y attendaient. Et du coup, je pense que le fait de voir autant de gens dans la rue pour des manifs vertes à Lyon, ça a parlé à beaucoup de gens. Même si je le voulais, je serais pas bien de rester à rien faire. J'ai besoin de montrer que je suis en désaccord avec ça, de tenter de faire bouger les choses de toutes les manières. Donc, comme pour l'instant, les manifestations et les diverses actions, c'est un peu le seul moyen qu'on a, on utilise tout ce qu'on peut. Tant que pour moi ça reste non violent, parce que je suis contre la violence, je vais accepter cette forme de communication. Il le faut, c'est-à-dire que si aujourd'hui on ne parle pas de ces sujets-là assez au niveau des médias, c'est que il y a un problème, il y a quelque chose qui bloque à un endroit. Et le fait de faire des actions citoyennes dans la rue, ça fait entendre à notre gouvernement qu'on veut qu'il prenne en compte justement cette vision que l'on a et qu'il prenne des décisions par rapport à ça. Toutes les idées sont nées par des mouvements, c'est pas tout le temps entendu et je pense qu'on peut bien le voir en France quand même que là les mouvements ils ont beau perdurer mais ça empire juste les violences. J'ai fait quelques manifestations jusqu'au jour où je me suis fait gazer, etc. Et ça a été très désagréable. J'en ai fait quelques crises d'angoisse après et c'était pas ouf. Ils regardent ça de loin, ils sont pas dedans, ça les concerne pas vraiment au final. Si le pays il est à l'arrêt, là on va se dire mais à cause de quoi c'est à l'arrêt alors que si c'est juste des gens dans la rue, ils sont dans la rue. Ça embête les gens dans la rue, les commerces du quartier, mais alors que si tu vas bloquer, je sais pas, des grands groupes ou des grands lieux, je pense que ça fera plus bouger les choses, tout en restant évidemment calme et pacifique. J'ai jamais participé à une action de désobéissance civile, mais je les soutiens totalement. Je comprends qu'il y ait des gens qui aient ce besoin d'aller directement en face des responsables. Mais je pense qu'il y a d'autres manières aussi de protester. C'est pas tant de la violence physique, mais de la violence symbolique. Mais moi, des actions comme celle de 269 Life, qui est de foutre des images d'animaux morts, des abattoirs devant les bouchons lyonnais pendant que les gens y bouffent, moi je trouve ça vraiment contre-productif. Je pense que c'est contre-productif, je pense que ça ralentit l'acceptation du végétarisme et du véganisme très très concrètement. Pour autant,
je vais pas aller leur dire que c'est des gros connards parce que je comprends leurs sentiments, j'ai pas de souci avec ça. Je suis pas sûr que ça débouche sur des actions non plus concrètes. Je préfère pas m'inventer un ennemi commun et essayer d'aller le combattre. Toutes ces formes de contestation de notre modèle économique, de notre gouvernance et de notre pseudo-démocratie qui vont amener à une réflexion commune. C'est vrai que moi, personnellement, j'ai du mal avec tout ce qui est violence, mais je pense aussi qu'il y a des actions qui, des fois, peuvent être violentes, qui, si ça fait pas changer les choses, ça pose des interrogations. Et des fois, on a besoin de poser ces interrogations. Le mouvement des Gilets jaunes qui a bouleversé un petit peu la vision des Français, qui a permis à chacun d'apporter une réflexion sur le salaire, les inégalités croissantes. Ça a débouché même sur le climat, parce qu'ils sont alliés. Il y a vraiment une contestation et une colère qui commence à monter en France, qui est pourtant un pays qui est vachement stable. Même si évidemment il y a des individus qui ont beaucoup plus de pouvoir que d'autres, ça n'empêche qu'on a quand même une capacité à se mobiliser pour faire en sorte que ces individus-là soient limités dans leur pouvoir. Et je pense qu'on vit une époque bien particulière où c'est beaucoup moins le cas qu'il y a encore 10 ou 15 ans. Je pense qu'il y a beaucoup plus de nuances à apporter sur le pouvoir que possèdent certains. Alors, encore une fois, c'est à nuancer, ça dépend de qui on parle, hein. Il y a une méfiance qui est toute particulière, en tout cas aujourd'hui, et de toute façon, ce qu'a fait quelqu'un comme Emmanuel Macron n'aurait jamais été possible il y a 10 ou 15 ans, encore une fois. Essayer d'innover par la base, moi, en créant ce que je veux faire, ou en accompagnant des gens qui veulent créer, et en renversant en fait cette économie mainstream par une nouvelle forme d'entrepreneuriat. Et je trouve que ça marche parce que moi, à mon échelle microéconomique, mon marché, je trouve qu'il va beaucoup mieux que le marché des entreprises classiques. Ça se développe fortement. Et je trouve qu'on est sur une belle pente. Après, est-ce que ce sera assez rapide? Je sais pas. Je trouve que devant le lycée où j'étais, il y avait plein d'espaces verts. Il y avait également la Durance, donc il y a une rivière qui se jette dans le Rhône. Juste à côté, il y avait un McDo et un camion pizza. Donc autrement dit, tout le monde allait chercher, tout le monde revenait dans l'herbe et tout le monde bouffait dans l'herbe. Et vu qu'il y avait une corbeille de ville, donc les toutes petites corbeilles comme il peut y avoir à Lyon, pour 1300 élèves, eh bien tout le monde laissait les ordures dehors. Tout finissait dans la Durance. Donc je me suis dit, je vais mettre en place une pétition pour qu'on mette des poubelles de tri devant l'établissement. J'ai commencé par ça. En parallèle, j'ai écrit un article à fond pompé sur Greenpeace, sur les OGM, que je distribuais au passage en disant aux gens, voilà, il y a des problèmes, il y a des solutions, nanana. Quasiment tout le monde signait, bien sûr, il n'y a pas grand monde qui va être contre. Et c'est comme ça qu'on a monté un club environnement, en fait, avec des lycéens dans l'établissement. Ce club environnement a monté un ensemble de projets divers et variés qui a fini par donner lieu à l'idée de créer une association. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à réfléchir à l'idée de créer CIE, jusqu'à ce que ça devienne la plus grosse association de France dans le domaine, touchant tous les types de publics. D'une manière ou d'une autre, on est tous contradictoires. Je me vois pas aller militer à fond pour un sujet. Au final, je suis pas moi-même irréprochable. J'ai un iPhone, j'ai un Mac, je participe aussi à plein de choses qui sont contre plein d'idées. Donc je milite envers moi-même et envers mon cercle court. Le tri sur les légumes, des choses à petite échelle. J'essaie plus de militer dans mon cercle restreint qu'à grande échelle. Pour faire entendre justement ma voix parmi toutes ces possibilités, on a décidé de créer un média avec notre propre plateforme de diffusion de contenu, où on va aller s'intéresser à des sujets sociétaux et environnementaux. Vulgariser ces sujets, aujourd'hui malheureusement elles n'ont pas une place assez importante dans les médias mainstream. Je trouve ça bien dommage parce qu'il y a tous les jours des Français pas que des Français, mais je vais commencer par le local. Il y a plein de Français qui innovent tous les jours, qui font des choses très belles et on les met pas assez en valeur, je trouve. Il y a des gens qui se bougent finalement. Il y a beaucoup de gens qui se bougent et qui sont là pour changer les choses. Ils n'ont pas forcément la visibilité. Et ils n'ont pas forcément le soutien. Je pense que ce média peut me permettre, moi, de me trouver et de continuer à justement graviter autour de ces entrepreneurs qui veulent changer notre économie. De se greffer à ces gens, de les aider, de comprendre leur vision. Ça nous permet de rencontrer plein de personnes qui travaillent sur des thématiques totalement différentes, mais avec une vision commune. Je me développe personnellement, j'apprends sur énormément de sujets, je me remets en question. Je rencontre des personnes qui sont riches émotionnellement parlant et riches dans leurs convictions. Quand on en vient à déprimer sur ces sujets-là, on en vient rapidement à s'interroger sur mais du coup, est-ce que ce que je fais, c'est vraiment utile? On en vient vite à douter en se disant, mais en fait, autant toutes les interventions que je fais, autant ça change rien du tout en fait.